Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Kinésithérapeute, ça veut dire soigner par le mouvement. Arrivé dans ce quartier du Parc Lescure donc en 1985. Le rugby, l'ambiance est différente. Tous les gens du quartier se félicitent du départ des footballeurs depuis quelques années. Ah oui, le grand-père chassait la bécasse à la place du stade Lescure, quoi. C'est l'amour qui m'a amené à Bordeaux. Bon, ça nous a permis d'aller en Toscane, d'aller dans le Piémont, d'aller en Vénétie. Pour cet épisode, nous recevons Pierre, masseur kinésithérapeute installé dans le quartier du Stade depuis presque 40 ans. Pierre est un kiné à l'activité quelque peu atypique puisqu'il a développé sa pratique en dehors des murs de son cabinet. Vous allez découvrir comment est-ce qu'il s'est retrouvé à faire des exercices au milieu des vignes à 8h du matin ou encore en short à donner des cours de sport pour des patients en réadaptation cardiaque. Je le laisse vous partager l'histoire de son parcours jalonné de diverses anecdotes, tant sur le quartier du Stade que sur ses moments partagés avec les vignerons et certains patients. Bonjour Pierre. Bonjour Hugo. Bienvenue. Avec plaisir. Bienvenue sur Bordeaux Stories. Merci d'être rendu disponible pour nous. Écoute, on va rentrer directement dans le dur. Premier sujet. Ton parcours, donc tu es kiné, mais j'ai envie de demander d'abord, est-ce que tu es d'abord kinésithérapeute puis bordelais, ou est-ce que tu as d'abord été bordelais avant d'être kinésithérapeute ? Alors, je suis d'abord kinésithérapeute, j'étais diplômé en 81, et j'ai passé 1 an et demi à Paris avant de venir sur Bordeaux, où c'est l'amour qui m'a amené à Bordeaux. C'est une belle raison. Voilà. Et donc, je me suis installé à Bordeaux dans un cabinet de groupe, en 1985, j'ai intégré le cabinet où je suis actuellement. Ok, dans quel coin ? Donc dans le quartier du Parc Lescure, près du stade Chaban, mais qui pour tout le monde reste le Parc Lescure. Le Parc Lescure, ouais. Voilà, l'emblématique Parc Lescure. Donc ça fait presque 40 ans. Donc ça fait presque 40 ans que je suis dans le quartier. Ouais. On peut dire que tu connais bien le quartier. Je connais bien le quartier. C'est quoi qui t'a donné l'envie, qui t'a inspiré en fait à devenir kiné ? Alors l'inspiration pour devenir kiné, d'abord été le sport. J'ai toujours aimé faire du sport, j'ai toujours aimé côtoyer les sportifs, j'ai toujours aimé être relax avec les gens, si j'ose dire. Et à l'époque... le contact, quoi, quand tu dis c'est le contact humain. Contact avec les gens. À l'époque, c'est vrai que kiné était un peu le rebut de médecine, comme on dit. Mais bon, moi, personnellement, j'ai été directement kiné, je ne suis pas passé par la case médecine. Et parce que je me voyais beaucoup plus au contact à la fois physique et moral des patients que... Quand tu dis que c'est le rebut, c'est que c'était déjà le cas un peu à l'époque, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est... encore plus ou moins le cas ou pas ? Non, beaucoup moins. Il y a beaucoup de gens qui choisissent en premier lieu kiné directement. On a l'impression qu'il y a plus de kinés, en tout cas aujourd'hui, qu'il y en avait justement il y a 20 ou 30 ans. Oui, sûrement, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les gens essayaient médecine et s'ils n'arrivaient pas à avoir médecine, ils faisaient kiné. Alors que maintenant, beaucoup veulent directement faire kiné. D'accord, donc plus davantage en premier choix. Quoi, davantage finalement. En premier choix, oui. Et donc ça participe un peu. C'était quoi ? C'est une mauvaise perception finalement du métier de kiné il y a 40 ans ? C'est une méconnaissance ? C'était, Non, je pense que c'était plutôt le côté de l'aura du métier de médecin, plus que... Qui attirait en fait voilà. Et faute de pouvoir faire médecine, ils faisaient kiné. Et c'est quoi le quotidien alors d'un kinésithérapeute en 2023 aujourd'hui ? Si on commence peut-être par ton quotidien, toi. Alors, mon quotidien est un quotidien un petit peu atypique puisque je travaille à la fois dans un cabinet et dans 2 cliniques où j'interviens. Quelle clinique ? Alors, je travaille à la clinique Saint-Augustin en réadaptation cardiaque et à la clinique Jean Villard en réanimation. Donc, j'ai 3 casquettes dans la journée, 3 métiers différents. Le matin, je suis donc à mon cabinet. Ensuite, je mets le short et le t-shirt pour faire la gym avec les patients en réadaptation cardiaque. Et après, je mets la tunique papier en réanimation avec l'équipe de réanimateurs, infirmières et aides-soignantes. Donc, je travaille à la fois seul au cabinet et en équipe à travers les cliniques. Et je parle alors de ma perception. En tout cas, c'est vrai que le kiné, on a plutôt l'habitude de le voir dans son cabinet directement. Donc, c'est toute cette partie réadaptation cardiaque, entre autres. Là, c'est ça, j'imagine, qui fait ta singularité sur le... Tout à fait. Sur le métier. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui m'aide dans mon métier de kiné par rapport à l'approche du patient et notamment de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, c'est une façon d'aborder le patient un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas prescripteur, on est là pour accompagner le patient dans sa prise en charge par lui-même
de sa pathologie. Et donc ça passe notamment par du sport, c'est ça ? Voilà, par le fait de savoir transmettre au patient ce qu'il faut qu'il fasse par lui-même pour qu'il se soigne lui-même en fait. Ok, donc c'est lui donner les clés quoi, quelque part. Voilà, lui donner les clés de son propre soin, puisque on ne peut pas être avec lui en permanence. Donc c'est le mot rééducation veut bien dire on rééduque, mais après il faut que la personne continue à suivre et à s'éduquer lui-même pour que le soin soit durable en fait. Et comment tu t'es retrouvé à faire de la réadaptation comme ça ce sont les aléas de la vie qui font des rencontres voilà, avec des cardiologues qui a fait que j'étais amené à faire ce type d'activité. Donc journée type, ça commence à quelle heure le matin ? Alors moi personnellement, je commence au cabinet à 7h le matin. Et bon, lève tôt. Donc jusqu'à 13h à mon cabinet. Ensuite, je vais à la clinique Saint-Augustin jusqu'à 16h. Et à 16h, je repars à la clinique Jean Villard jusqu'à 18h en gros. Ok. Et cette partie-là du métier, justement, consiste à quoi pour des personnes un peu non éclairées Alors le rôle du kiné en réanimation, il y a deux rôles. Il y a la kiné respiratoire chez des gens qui sont en décompensation respiratoire, qui sont en difficulté respiratoire. Et puis, alors, il y a le côté désencombrement que les gens connaissent un petit peu à travers les bébés, les bronchiolites. Mais là, ça se passe chez les adultes. C'est assez impressionnant d'ailleurs chez les bébés. Et puis en réanimation, il y a le côté mobilisation qu'on appelle. C'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont, qu'on appelle intubés, ventilés, donc dans le coma, qui ne bougent pas du tout. Et il faut qu'on les mobilise de manière à ce que le jour où on lève la sédation, qu'on lève les calmants, que quand ils se réveillent, qu'ils ne soient pas complètement ankylosés. D'accord. De manière à faciliter la rééducation au réveil. Donc, quand ils sont dans le coma, on les mobilise. Donc, ce sont les deux principaux axes du métier de kiné en réanimation. Okay. Et puis, éventuellement, la réautonomisation, aussi les remettre debout, puisque on l'a notamment vu avec le Covid, il a fallu en remettre debout quelques-uns. Voilà. Et c'est cette dernière partie de ton activité, là, la partie réanimation, justement, c'est quelque chose qui est assez singulier dans l'activité de kiné au global. Oui, c'est vrai que c'est assez singulier. Il y a peu de kinés qui le font. Il y a peu de kinés qui le font parce qu'il y a peu de services de réanimation. Il y a peu de kinés qui le font. Mais c'est pareil, j'ai commencé à faire ça en 1985, donc ça fait une certaine expérience. Par les rencontres. Par les rencontres aussi, ouais. Et ce qui fait que c'est un métier avec cette notion de travail d'équipe toujours, qui est très importante, qui fait qu'on n'est pas seul face aux patients. Donc c'est de l'échange avec les autres professionnels. Avoir vraiment un rôle de participer à la remise sur pied du patient au sein d'une équipe. D'accord. Voilà. Donc ces trois activités que tu as toi, oui. Par opposition, je veux dire, un kiné avec une activité plus classique. Oui. Donc c'est quelqu'un qui reçoit, en fait, ça va plutôt être un professionnel qui reçoit dans son cabinet tout au long de la journée des patients qui ont pris leur rendez-vous, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc après, chez ceux qui ne vont pas dans les cliniques, il y a le côté à la fois cabinet et parfois soins à domicile. Il y a des kinés qui font aussi des soins à domicile. Mais autrement, il y a le côté, effectivement, les gens, ils reçoivent les patients donc du matin au soir. Ça défile. Ça défile, oui. Et comment est-ce que tu vois alors les nouvelles générations de kinés qui arrivent dans le métier ? Parce que toi, ça fait donc presque 40 ans, là aujourd'hui. Ouais. Donc on peut parler un peu d'expérience. Ouais. Ces nouvelles générations de kinés qui arrivent dans le métier, comment est-ce que tu les vois par rapport à ce que toi, tu étais justement il y a 40 ans par rapport... Alors l'évolution du métier, je le vois à travers les stagiaires que je peux avoir avec moi à Saint-Augustin, parce que j'ai pratiquement en permanence un stagiaire kiné qui était avec moi à Saint-Augustin, en discutant un petit peu avec eux et à travers même les remplaçants que je peux avoir. Les jeunes générations sont davantage dans les exercices. C'est-à-dire qu'ils sont davantage dans le fait de donner des exercices aux patients. D'accord. Par opposition à quoi ? Par opposition au côté prise en charge par le massage, par la mobilisation manuelle, voilà. Donc ils passent peut-être un petit peu moins de temps avec le patient, mais quand on voit l'évolution des nouveaux cabinets, ce sont pratiquement des gymnases avec des box pour les rééducations, en fait, petites salles de sport, voilà. Donc c'est une évolution aussi qui s'est faite par le niveau de rémunération, c'est-à-dire que ça paye plus de faire. Ouais. Oui, parce que on n'a pas été augmenté depuis pas mal d'années, donc faute d'augmentation de l'acte, les kinés ont augmenté le nombre de patients.
Et comme la Sécu... Et ça te permet de multiplier les prises en charge, en fait, c'est ça? Multiplier les prises en charge, voilà. T'as 3 patients qui font du sport en même temps, alors que quand tu dois mobiliser quelqu'un... Voilà, c'est ce qu'on reproche souvent. Certains patients reprochent aux kinés de ne pas s'occuper d'eux directement. C'est comme dans toute profession, il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de prendre les gens de façon individuelle, parce qu'en termes de rémunération, c'est trop juste. Par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse d'avoir 10 patients dans son cabinet. Ouais, qui courent en même temps sur le tapis ou qui jouent avec un ballon. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais, du haut de tes 40 années d'expérience, est-ce que tu aurais un ou des conseils alors pour les jeunes kinés qui arrivent aujourd'hui? Le problème, c'est que j'ai 2 conseils, mais qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Ah. Le premier conseil que je leur donne, c'est éventuellement de trouver une niche hyper spécialisée. Parce que quand j'ai commencé, moi, ma profession, on disait toujours que kiné était une spécialité en soi. Alors que maintenant, il y a différentes spécialités. Il y a des kinés qui font que de la main, que de l'épaule, que de la respi, que du vestibulaire. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a évolué aussi. Ah oui, énormément. Il y a 30 ans, il n'y avait pas un cabinet qui faisait que de l'épaule, par exemple. Donc le premier conseil, c'est éventuellement de s'hyper spécialiser dans un domaine, parce que c'est toujours bien, à notre époque où on ne parle que d'experts, c'est toujours bien d'être un expert hyper pointu dans un domaine, donc ça c'est très bien. Et le deuxième conseil, ce que je leur donne, c'est, à travers ma propre expérience, c'est d'avoir une pluriactivité et d'avoir plusieurs métiers dans une même journée. Donc, d'être un super expert de plein de sujets. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour durer, je pense que aussi, ça va pas être facile de durer en faisant toujours exactement la même chose. Et puis, j'imagine qu'en termes d'intérêt aussi dans la pratique. Voilà, s'il faut partir justement pour 40 ans, en tout cas, c'est vrai que la génération aujourd'hui qui arrive sur le marché du travail, on n'a pas l'impression que beaucoup de gens soient prêts à rester 40 ans sur le même sujet. Exactement. Alors, ce qui est en train de beaucoup évoluer, c'est le fait que la plupart des jeunes kinés ne s'installent pas, ne cherchent pas à s'installer dans un cabinet. C'est-à-dire qu'ils cherchent avant tout à faire des remplacements. Donc, sur le plan financier, ils assument complètement, c'est-à-dire que... Parce que c'est moins intéressant financièrement de faire C'est pas que c'est moins intéressant, mais il va arriver un moment où il n'y aura plus de kinés remplacés. S'il n'y a que des remplaçants et pas de titulaires. S'il n'y a plus que des remplaçants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils travaillent en fonction des besoins qu'ils vont avoir. Je prends l'exemple du nombre de kinés qu'il peut y avoir à La Réunion, de jeunes qui vont faire des remplacements à La Réunion. Ils ne cherchent pas à gagner beaucoup, ils cherchent à gagner suffisamment pour pouvoir se loger et faire de la randonnée. Donc voilà, c'est pas... Alors que c'est vrai que... C'est une façon de voir les choses, de voir le... Voilà, ma génération, c'est vrai, moi quand je me suis installé, on cherchait plus à acheter sa maison. En fait, à travailler pour gagner sa vie. Voilà, correctement, et plutôt que... De gagner de l'argent, le dépenser tout de suite, voilà, c'est une évolution. Et est-ce qu'un kiné, ça gagne bien sa vie, du coup? Un kiné peut bien gagner sa vie, ça dépend du nombre d'heures dans la journée. Parce que c'est quand même des grosses études, c'est des études de médecine aujourd'hui. Alors maintenant, il faut passer par la première année de médecine, et maintenant on est passé à Bac+5, puisque c'est le niveau master depuis 2 ans maintenant, je crois. D'accord, donc après la première année de médecine. Alors 4 ans après la première année de médecine. Première année de médecine et 4 ans d'école après. Ok. Donc là j'ai eu, maintenant, vu mon âge, pas dire que j'ai levé le pied, mais j'ai eu des périodes où c'était 7h30, 20h, quoi. C'était non-stop. Donc là on gagne bien sa vie. Par contre, si je fais 8h midi, 14h, 17h, automatiquement... je vais moins bien gagner ma vie. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'en tant que profession libérale, voilà, plus tu bosses, plus tu gagnes. Voilà, puis profession libérale où il faut être présent. Et le territoire justement sur lequel tu vas exercer, est-ce que ça peut avoir une influence sur ta pratique? Je dis par exemple entre mer, montagne, entre Bordeaux, Paris ou Brest. Voilà, ça va avec ton état d'esprit. J'ai l'exemple d'un de mes confrères qui est landais d'origine, qui est installé à Lacanau et qui va surfer entre 12h et 14h. Donc il a adapté son activité par rapport à la fois ses loisirs, sa qualité de vie. Mais c'est sûr que dans le 17e à Paris, c'est plus compliqué d'avoir... Voilà. Et après, en fonction du territoire,
c'est un petit peu comme toute profession de santé. À la campagne, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes pathologies qu'en ville. On n'aura pas peut-être forcément le même état d'esprit dans la rééducation. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu sous-entends par là? ce que je veux dire, c'est que quand on a un paysan qui est habitué à être dur au mal et qui a besoin de beaucoup de temps, il va peut-être pas faire énormément de séances, contrairement à un urbain qui n'est pas forcément hyper occupé par son activité et qui lui va peut-être enchaîner les séances de kiné parce que prendre le temps, le temps, etc. Donc automatiquement il y aura une influence. Ok. Et justement par rapport à ça, et c'est une des raisons aussi pour laquelle on voulait t'avoir sur le podcast, c'est que toi tu as quand même une connexion assez particulière avec le Bordelais. Exactement. J'ai pour ne pas être originaire de Bordeaux, j'ai été amené à travailler dans le domaine viticole, puisque après une rencontre encore là avec une amie qui était consultante en ressources humaines, nous avons été amenés à travailler dans des châteaux viticoles pour la prévention des troubles musculo-squelettiques. Alors qu'est-ce que les troubles musculo-squelettiques? Donc les troubles musculo-squelettiques, ce sont toutes les pathologies chroniques afférentes à notre système musculo-articulaire. C'est-à-dire que ce sont tout ce qui est douleur de genoux, d'épaule, lombalgie. Non, c'est plus clair quand tu parles de douleur de genoux, d'épaule. Voilà, exactement ça. Et donc, cette amie qui est consultante en ressources humaines a été contactée par un château pour répondre à un appel d'offres sur la formation de chef d'équipe dans un château viticole. Dans la mesure où dans ce château viticole, les vignerons travaillaient ce qu'on appelle au prix fait. Le prix fait étant le travail à la tâche. C'est-à-dire qu'ils étaient payés en fonction du nombre de pieds travaillés par jour. D'accord. Ce qui génère de grosses pathologies, puisque quand ils sont en phase de faire la taille, ils enchaînent les grosses journées pour gagner le plus possible. Et à la fin de la taille, ils sont complètement cassés. Parce qu'ils se sont donnés à fond sans absolument faire attention à leur corps. Donc, ça, c'est une façon de travailler dans les châteaux. Qui est la plus fréquente. La plus fréquente. Là-dessus, ce château, cette DRH a voulu limiter un petit peu ses effets en passant au salariat. C'est-à-dire que les vignerons n'étaient plus au prix fait, mais ils étaient salariés. Ok, donc payés à l'heure. Ouais. Donc payés à l'heure. Donc là, ils n'étaient plus payés en fonction du rendement, mais en fonction du temps de travail. Donc pour ce faire, il a fallu former des chefs d'équipe. Donc c'est cet ami qui a formé ces chefs d'équipe. Et ensuite, la DRH lui a demandé si elle connaissait un kiné, un ostéopathe qui était à même de proposer un projet pour aller plus loin dans la démarche. Donc c'était de sa propre initiative, elle. Enfin, c'était côté RH sur le château, quoi. C'est la RH, elle-même qui a voulu trouver une solution pour limiter le nombre à la fois d'accidents de travail, de maladies professionnelles. Donc elle était éclairée déjà un peu sur ces sujets. Complètement, oui. Elle faisait elle-même de la sophrologie. Elle avait une... Et donc, cette amie s'est tournée vers moi et fort, moi, de ce que je faisais en réadaptation cardiaque sur la gymnastique avec les patients, sur l'éducation thérapeutique, on a mis au point une méthode, après accord de la DRH, d'obtenir 10 minutes tous les matins et 10 minutes tous les soirs, donc 10 minutes d'échauffement le matin, 10 minutes d'étirement le soir, pris sur le temps de travail, ce qui est à part de la DRH... un beau cadeau, c'est pas un beau cadeau, parce qu'en fait, elle a eu, la présence... d'esprit de se rendre compte qu'un vigneron qui souffre moins va mieux travailler qu'un vigneron qui souffre. Donc elle ne va pas calculer 20 minutes par jour par vigneron, 5 jours sur 7, etc. Elle va calculer, mes vignerons seront mieux, ils travailleront mieux et le rendement sera meilleur. Donc on est parti là-dessus, donc on a formé des vignerons par équipe, donc c'était par équipe de 5. On les a formés en les prenant en salle, en les écoutant sur leurs pathologies, sur leurs habitudes, sur leurs ressentis, sur leurs objectifs, tout ça associé à des séances pratiques, donc de mise en place des exercices. Et ils ont commencé, donc on a commencé avec des groupes tests de vignerons et vigneronnes. Au passage, je voudrais dire que c'est grâce aux vigneronnes que ça a pu se mettre en place, parce qu'elles étaient beaucoup plus observantes que les vignerons. Et en termes d'image, elle est plus simple pour les filles. Oui, et le fait parce que ces exercices sont des exercices qui font à
à la parcelle, quand ils arrivent le matin sur la parcelle, donc à la vue, au vu et au su de tout le monde. Et donc elles se sont dit, tant pis, ça nous est égal, alors que les garçons étaient plus réticents au fait de... Et c'était quoi? C'est en fait de la timidité un peu, Ouais, simplement par rapport à l'image. Le fait de se retrouver à lever la jambe, à faire des moulinets avec les bras... Ok, donc il y avait une réticence de la part des vignerons là-dessus sur le fait d'être il a vu, fallu travailler effectivement sur l'image. Oui, c'est quoi? C'est les vignerons qui t'ont dit texto, moi j'ai pas envie de le faire Alors, pas trop, parce qu'en fait, on a commencé avec les équipes de vigneronnes et les vignerons, alors, non seulement avec les équipes de vigneronnes, mais l'équipe de vignerons qu'on a eue est une équipe qui était un petit peu sélectionnée, on va dire. C'était des durs à cuire ou plutôt des faciles? Au contraire, non, des vignerons qui étaient... C'était dans le Médoc, ils étaient charmants et ils étaient tout à fait prêts pour le... Ouverts en tout cas à ce genre de pratique. Ouverts à ce genre de pratique. Donc on a commencé comme ça, et puis donc formation de chaque groupe, et puis après au bout de 3 mois, moi j'y vais pour redonner du sens aux exercices, pour savoir s'ils les font correctement, etc. Et l'objectif est, comme dans toute éducation thérapeutique, arriver à ce que leur prise en charge par eux-mêmes soit la plus efficace possible. Et donc leur donner les clés, un peu comme pour la réadaptation cardiaque, si tu leur donnes un peu les clés, au départ il y a un suivi, et après ils doivent... Notre bâton de maréchal, si j'ose dire, c'est qu'on avait commencé ça en octobre 2011, et en décembre 2012, donc un peu plus d'un an après, les vignerons ont arrêté de le faire, les exercices. Parce qu'ils en avaient marre. Avec les cirés, avec quand il pleut, etc., c'était trop un petit peu... Ils en avaient un petit peu marre de faire les exercices. Ils ont dit, bon, Pierre, il est bien gentil, mais ces exercices, ça commence à nous... Puis tu venais plus, non, j'imagine? Une fois que la machine est lancée, une fois que c'est lancé, je suis venu à 3 mois, 9 mois, voilà. Après, bon, je ne pouvais pas dire indéfiniment. Et donc là, c'était un peu plus d'un an après le lancement de la méthode, et ils ont arrêté. Et nous, on n'a pas été prévenus qu'ils ont stoppé les exercices. Et au bout de 3 semaines, ils se sont rendus compte que leur douleur revenait. Okay. Donc du coup, ils se sont remis d'eux-mêmes à faire les exercices. Okay. Donc pour nous, c'est énorme, parce que c'est pas nous qui sommes revenus relancer la machine. Ouais. C'est eux qui se sont dit, non, finalement, ça nous... Ils se sont aperçus par le défaut d'exercice que ça leur faisait du bien. Voilà. Ok, c'est génial. Donc pour nous, c'est une très belle preuve. Donc, pour nous, c'est... voilà. Donc ça, c'est un château où ça a très bien marché, donc château Pichon, comtesse de la Lande, à Pauillac. Donc ça a été à tel point que les tractoristes, donc les vignerons qui sont dans les tracteurs, le chai, même les bureaux, tous ont demandé à ce qu'ils aient aussi leurs exercices. Ok, c'est trop bien. Oui, parce que dans les bureaux, c'est pas un travail de force, mais c'est un travail de posture permanente. Donc le fait de dérouiller tous les matins, d'étirer tous les soirs ça aide en tout cas, c'est un vrai gain. C'est un gros bénéfice. Et donc cette action nous a même amené en Italie, parce qu'on avait rencontré des consultants italiens sur les vignes médocaines, là, qui, quand ils ont vu ça, ils nous ont demandé d'aller faire quelques prestations en Italie. Donc, tu te baladais dans les vignes et là tout d'un coup tu en fait, sur des Italiens Non, c'est parce que dans le château où on était, il y avait un consultant qui formait les vignerons médocains là, à un type de taille, une taille particulière. Et comme le consultant principal était très à l'écoute de toute nouveauté, de toute idée novatrice, quand il a vu ça, il a dit c'est super, donc il nous a fait venir en Italie. Sauf que c'était un doux rêveur, parce qu'il nous a fait venir, mais ça a été pour des interventions tellement ponctuelles que ça ne pouvait pas déboucher. Après, il aurait fallu davantage de suivi, quoi. Ouais, mais bon, ça nous a permis d'aller en Toscane, d'aller dans le Piémont, d'aller en Vénétie, de voyager, et de rencontrer des vignerons italiens et de ramener des truffes blanches de la région d'Alba. Meilleur souvenir du coup du déplacement. Voilà. Donc il y en a eu, c'est super. Il y a eu il y a eu d'autres châteaux dans le Bordelais. Oui, alors on a eu d'autres châteaux dans le Bordelais, mais le problème un petit peu, c'est que certains, c'est le directeur technique qui nous a fait venir, qui était un ancien militaire, qui était très partisan de notre méthode. Donc là, tu parles d'un autre château. Ouais. Mais le problème, c'est que le chef de culture lui-même n'était pas du tout convaincu au départ. Et pour lui, c'était du temps de perdu. Donc ça a été difficile. Et ce qui fait que le chef de culture a décidé unilatéralement que si les vignerons voulaient continuer, ça ne faisait plus partie de leur temps de travail. Okay. Or, les deux conditions sine qua non pour que ça puisse marcher, c'est que non seulement ils sont en équipe, parce que c'est vrai qu'un vigneron tout seul le matin, il ne va pas passer 10 minutes, sauf si c'est un sportif qui connaît son corps. Voilà, il connaît son corps, il sait le bien-être que ça va lui amener. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que ce soit d'une part en équipe,
et d'autre part que ça fasse partie du temps de travail. Et une des réussites aussi, c'est qu'au niveau du chai, par exemple, ils se sont achetés des tapis de sol ah oui, carrément. Okay. qui le stockent matin, dans un... Voilà, c'est, alors, pour donner la différence entre un endroit où ça marche bien et un endroit où ça marche moins bien, donc le chai, ils ont acheté des tapis de sol, etc. Par contre, à l'expédition, là où ils font l'embouteillage de l'expédition, là le problème c'est que dès qu'ils arrivent le matin à 8h ou à 7h, à l'heure d'embauche, il y a déjà des camions qui sont là qui attendent. Voilà, donc ils ne peuvent pas se permettre de se réunir et faire leur gym parce qu'il y a les camions qui attendent, quoi. Donc c'est plus difficile. Ils ont un impératif. Donc d'où l'importance des conditions un petit peu. Ok, et donc les freins finalement auxquels tu as été confronté, ça peut être ça peut être soit la structure de l'activité, enfin l'organisation de l'activité, ça a été égal. La direction. Ouais, voilà. C'est-à-dire que dans la direction, il y en a qui sont chargés du bien-être des vignerons et d'autres qui voient le côté purement économique. Et ceux qui voient le côté purement économique ne vont pas forcément raisonner de la même façon et se dire que si les vignerons sont en meilleure santé, s'il y a moins d'arrêt de travail, ils travailleront moins. Côté RH, justement, ça a été. Tu as eu des chiffres, toi, on t'a communiqué des chiffres alors à Pichon-Comtesse, oui, ils ont eu vraiment une amélioration. Après, dans les autres châteaux, ça n'a pas été. On n'a pas eu de retour. Mais autrement, il y a le problème un petit peu, c'est que là où on peut juger de l'investissement de la direction, c'est quand on arrive le premier matin pour la formation et vous êtes qui vous voulez une salle, il vous faut des chaises aussi, il vous faut des tables. Alors déjà, on se dit que on n'est pas forcément très attendu. Ils ont peut-être commandé une formation parce qu'il faut faire de la formation, mais est-ce que parce qu'il peut y avoir aussi ce sujet-là, ce problème-là, cette obligation de formation, voilà, c'est ça. Mais autrement, le principe, pour moi, c'est moi qui suis un kiné, puisque je ne sais pas si le commun des mortels fait attention à ce que veut dire le mot kinésithérapeute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, kinésithérapeute? Kinésithérapeute, ça veut dire soigner par le mouvement. Thérapeute soigné, kiné le mouvement, cinéma c'est du grec. Donc notre métier consiste à soigner par le mouvement. C'est rien que le fait de régénérer du mouvement est déjà un soin. Okay. Donc pour les vignerons qui sont dans la même posture toute la journée, sachant qu'un vigneron, on ne peut pas lui faire baisser les genoux toute la journée pour avoir le dos droit, etc. Ça, c'est de la science-fiction. C'est pour ça que je ne suis absolument pas contre les formations gestes et postures. Par contre, on peut leur montrer des mauvaises postures à ne pas adopter, ça c'est sûr, par rapport à des flexions, rotations en même temps, etc. Par contre, on ne peut pas les faire travailler de façon parfaite. Il faut y associer du mouvement, quoi, c'est ça. Et donc le fait d'y associer du mouvement tous les matins fait qu'on empêche le corps de rester dans des limitations d'amplitude permanentes. C'est-à-dire que si on reste toujours dans même les gens au bureau. Un travail de bureau, tu es tout le temps dans la même position. Avec les épaules en avant, avec une rétraction de toute la partie antérieure des épaules. Et ce qui fait que on développe des pathologies d'épaule, entre autres. Et après, tout le reste. Le kiné est là pour remettre un petit peu d'huile. Exactement. C'est remettre du mouvement. C'est nos deux vraiment axes de travail, c'est donner du mouvement et renforcer sur le plan musculaire pour stabiliser les acquis de la récupération du mouvement. C'est un très beau lien en tout cas. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas soupçonner finalement comment est-ce qu'un lien entre une activité pro de kiné, quel ancrage on peut avoir dans le territoire local. C'est vrai que Bordeaux, on est quand même mondialement connu pour l'activité viticole et il y a une passerelle qui s'est faite entre les deux qui est hyper intéressante. Et c'est vrai que l'avenir aussi pour la kinésithérapie est d'intégrer le monde de l'entreprise. Parce qu'il y a énormément de choses à faire dans les entreprises. Tu penses à quoi, par exemple ? Là, ce qu'on fait pour les vignes, on peut le faire, ça se fait déjà nous, on a été les premiers à le faire dans le domaine viticole, mais dans le BTP, ça se fait depuis longtemps. La petite différence peut-être qu'il va y avoir, c'est que dans le BTP, ils se sont aperçus que beaucoup d'accidents de travail survenaient dans la première heure, parce que les gens n'étaient pas chauds. Donc les échauffements le matin sont vraiment prévus pour s'échauffer, comme leur nom l'indique, alors que dans la vigne, nous, c'est à la fois le côté échauffement et le côté récupération de mobilité, récupération d'amplitude.
Ouais, c'est un petit peu deux axes différents. Mais dans les entreprises, il y a beaucoup de choses à faire, justement par rapport au mouvement, par rapport aux échauffements, par rapport aux étirements, par rapport... Ok, et ça, quand tu parlais des employés de bureau tout à l'heure, finalement, c'est pas que pour les métiers manuels ou les métiers physiques, quoi. Bien sûr. Et ce serait en lien dans les bureaux avec les ergonomes, comme partout d'ailleurs, hein, parce que les ergonomes sont ceux qui sont chargés d'améliorer les outils de travail, en fait. C'est d'adapter les outils de travail à l'homme. Ce serait un bon travail d'équipe complémentaire. Je pense que ça l'est déjà. Ouais. Merci pour ce beau chapitre. On va en ouvrir un autre maintenant. C'est ton lien aujourd'hui, peut-être un peu plus personnel avec Bordeaux, puisqu'on a donc la chance de t'avoir et d'avoir quelqu'un qui connaît très bien notamment le quartier dans lequel tu exerces, le quartier du Stade, depuis une quarantaine d'années. Si je te demande d'abord une impression un petit peu globale, donc en quelle année déjà tu es arrivé à Bordeaux? Je suis arrivé en Bordeaux en 1983 et je suis arrivé dans ce quartier du Parc Lescure donc en 1985. Assez globalement, donc sans se cantonner finalement au quartier du Stade, ton impression, donc toi qui es arrivé de région parisienne, ton impression sur la ville de Bordeaux dans ces débuts des années 80? La ville de Bordeaux, comme tout un chacun le sait, hein, c'est quand même beaucoup amélioré. C'est amélioré sur le plan esthétique, sur le plan qualité de vie. Qualité de vie. Faut faire attention à ce qu'on dit par rapport aux contraintes qu'il y a maintenant du fait de cette qualité de vie par rapport au monde qu'il peut y avoir. Hein. Transport notamment. Transport notamment. Avant, quand on était dans les bouchons à Bordeaux, on avançait toujours un petit peu. Maintenant, on n'avance plus. Donc évolution très profitable quand même globalement de la ville. Hein. On a beaucoup plus de plaisir à se promener en ville à Bordeaux qu'avant. Hein. Centre-ville par exemple. Centre-ville, beaucoup plus de choses à faire. Le fait, c'est un vrai bonheur de se mettre à une terrasse de café en centre-ville et de simplement regarder. Quand on arrive en ville, c'est un bonheur de lever les yeux, de déambuler dans la rue de la ville. Par les quais, par exemple. On arrive par les quais, on a vraiment cette pierre bordelaise qui a été quand même bien nettoyée. C'est quand même c'est un peu bonheur. Plus noir. Oui, j'ai pas connu quand même la rue Sainte-Catherine avec les voitures, mais pas loin. Il y a quoi, par exemple, comme quartier, toi, qui te marque en termes de transformation entre aujourd'hui et le moment de ton arrivée à Bordeaux? Il y a évidemment l'hypercentre, hein, quand on voit, serait-ce que pas la place Gambetta, mais tout le haut du cours de l'intendance et tout le cours Vital-Carle, la rue Vital-Carle, le cours de l'intendance, et puis même le quartier Saint-Pierre, hein, le quartier Saint-Pierre avec tous les restaurants, le fait que ce soit piéton, le fait. C'est autrement plus agréable aujourd'hui. Voilà. Puis sans parler des quais évidemment, où c'est quand on a des amis qui viennent d'ailleurs. Où est-ce qu'on les emmène? On les emmène se promener sur les quais. C'est pas forcément ce que tu faisais il y a 40 ans? Pas du tout. Il y avait quoi sur les quais il y a 40 ans? Il y avait des hangars. On n'avait pas accès à la Garonne, quelque part. Ouais. Il y avait des hangars, la circulation. On ne s'arrêtait pas sur les quais. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un vrai lieu de rencontre, d'échange, de jogging. Et puis même côté rive droite, pareil. Donc si on fait maintenant un zoom un petit peu sur le quartier du Stade. Oui. Toi, ça fait donc presque 40 ans. On disait que tu évolues au sein de ce quartier. C'est quoi l'histoire déjà que tu connais, toi, de ce quartier? L'histoire de ce quartier du Stade, c'était avant... Il y a une grosse propriété qui appartenait aux Johnston, qui étaient des négociants bordelais, qui avaient tout le parc autour de cette chartreuse, qui s'appelle le Phare, qui est un centre d'accueil pour des déficients sensoriels, qui est un legs de la famille Johnston. Et donc, il y avait tout un parc qui allait jusqu'au cimetière de la Chartreuse. Et les Johnston, progressivement, ont vendu ce parc, ce qui a donné naissance à ce quartier du Parc Lescure, avec d'abord des maisons Art Nouveau dans les années 1920, ensuite Art Déco, avec la construction du stade aussi, donc dans les années 1930. Et
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que ce quartier ne soit construit, à la place du stade, il y avait des marais. Et quand je suis arrivé, donc, dans le quartier, j'ai eu des gens dont le grand-père chassait la bécasse à la place du stade Lescure. Quoi. Sur la pelouse. Sur la pelouse. Voilà, c'est vraiment... c'est marrant. C'était immense. Bah oui, ça allait jusqu'au cimetière de la Chartreuse. C'était énorme. Et il y a eu donc cette construction, c'est pour ça que toutes les maisons datent à peu près de la même époque. Il y a au niveau du boulevard de la barrière d'Ornano, il y a quelques maisons qui datent des années 1895-1900. Après, il y a eu quelques maisons en 1920 et puis après 1930. Et petit à petit, c'est ça s'est construit. Petit à petit, ça s'est construit, mais enfin, ça s'est construit. Enfin, la plupart des maisons sont de cette petite entité du parc Lescure. C'est parce que on fait partie du quartier Saint-Augustin, mais il y a vraiment ce quartier avec l'avenue du Parc Lescure, l'avenue Vercingétorix, rue des Cèdres, rue Marceau, rue Descartes, qui sont vraiment... En fait, c'est quelques rues qui sont vraiment singulières, je veux dire, qui dénotent par rapport à tout ce qui est autour. Voilà, tout à fait. Parce que toi, ton cabinet, donc aujourd'hui, est avenue Vercingétorix, oui. C'est ça Okay. Et donc, dans une maison qui date de 1930, avec ses carrelages assez spécifiques, alors des maisons qui ne sont pas forcément très fonctionnelles, parce qu'elles sont elles sont toutes d'au moins 2 étages, et souvent certaines sont assez étroites, donc c'est pas forcément très fonctionnel, mais suivant les rues, avenue du Parc Lescure, elles sont un peu plus larges, elles sont un peu plus cossues, et donc il y a vraiment une histoire de ce quartier, quoi. Et c'était quoi? C'était au moment de la construction, en tout cas, tu sais si c'était assez... populaire finalement, ou c'était déjà un petit peu bourgeois comme ça me semble l'être aujourd'hui? Bourgeois, sauf il y a une partie de la rue Marceau, qui est une rue qui va vers l'hôpital, qui part de l'avenue Vercingétorix, donc il y a un morceau de cette rue où ce sont plein de petites maisons. Et ces petites maisons étaient des maisons des TOB. Les TOB, c'était les TOB, c'était les transports, c'était les trams de l'époque, les transports bordelais. Et il y avait des employés des TOB qui logeaient dans toutes ces petites maisons, ce qui est bizarre par rapport au reste du quartier, où ce sont des maisons cossues. Là, ce sont des petites maisonnettes en fait qui sont contiguës et qui font partie du quartier, mais en ayant leur propre spécificité. Et notamment, il y avait ce qu'on appelle les Wattman. Les Wattman, c'était les receveurs qu'il y avait dans le tram, qui recevaient, qui vendaient les billets, et qui cochaient qui poinçonnaient les billets. C'est les poinçonneurs, quoi. C'est les poinçonneurs, voilà, les Wattman. C'est quoi? C'est les patients du quartier, c'est ça, qui te racontent non seulement, oui, et puis j'en ai certains, c'était aussi des familles, leurs parents étaient là. Oui, j'ai eu pas mal. Alors, l'évolution du quartier, il y a une question d'évolution d'âge, puisque quand je suis arrivé, il y avait quand même pas mal de personnes âgées, et petit à petit, ça a été remplacé. Et la dernière tendance, c'est une tendance médicale, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de professions médicales qui s'installent dans le quartier. Dans le quartier. À la fois parce que c'est un quartier qui plaît, et d'autre part parce que c'est tout proche de l'hôpital. Donc les dernières acquisitions dont j'ai pu entendre parler, c'est quoi? Des médecins, des dentistes. Il y a une médicalisation du quartier. Donc assez, c'est net. C'est pas un désert médical, clairement. Mais ce sont leurs habitations personnelles. Oui, on ne reçoit pas à la maison. On ne reçoit pas à la maison. Et c'est quoi? C'est une tendance qui, depuis 10-15 ans, en fait, dans le... je dirais une dizaine d'années, une dizaine d'années, mais ce qui est frappant, c'est de voir que il y a des gens qui ne veulent vraiment que ce quartier, qui cherchent à tout prix. Et c'est quoi qu'ils cherchent? C'est à proximité de l'hôpital, ou c'est cette ambiance et ces belles façades Ces belles façades, on a la chance dans l'avenue Vercingétorix d'avoir des arbres, comme dans l'avenue du Parc Lescure, donc ça donne un cachet supplémentaire, à tel point qu'il y a une polémique d'ailleurs, parce que dans la rue Descartes, la municipalité veut mettre des arbres également, et qu'il y a une bataille entre les différents habitants, parce que certains en veulent, d'autres n'en veulent pas. Donc il y en a qui en veulent, mais pas devant chez eux, parce que ça fait de l'ombre. Quoique maintenant, peut-être qu'ils en voudraient davantage. Il fait 42 degrés aujourd'hui. L'ombre, ça serait pas désagréable. Et donc, ce côté vraiment quartier entité, on le sent, c'est vrai, quand on se balade. Donc pour ceux qui connaissent pas trop effectivement ce quartier du Stade, c'est toutes les rues qui parlent justement de la place Johnson, c'est ça? C'est vrai. Oui, alors pas toutes, mais c'est un bon point de départ pour faire le tour. Ou pour une partie de chasse à la bécasse, par exemple. Au milieu de ce quartier,
trône donc le Parc Lescure, le stade Chaban-Delmas maintenant. C'est quoi l'influence du stade sur le quartier, sur la vie du quartier, sur en quoi toi ça a eu des répercussions peut-être sur ton activité aussi? Alors, des répercussions minimes, puisque il y a eu un moment, quand du temps de la splendeur des Girondins, on avait quand même des problèmes d'accessibilité du quartier, du cabinet, par rapport à la fermeture du quartier pour les jours de match. Ouais, c'est quand il y avait des matchs en semaine, quand il y avait les Coupes d'Europe, le mardi ou le mercredi. Le quartier était parfois bouclé depuis le midi. Même du temps de la grande splendeur des Girondins, c'était à partir de 8h le matin. Il y avait, bouclé piéton ou bouclé que voiture? Que voiture. Et puis petit à petit, de moins en moins. Et puis maintenant, avec le rugby, l'ambiance est différente. Tous les gens du quartier se félicitent du départ des footballeurs depuis quelques années. Ah oui. Par rapport à la population que le foot peut amener par rapport au rugby? Peut générer, par rapport aux supporters. Rugby, c'est beaucoup plus bon enfant, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas besoin de présence policière, il n'y a pas besoin de. Ok. Toi, ça, c'est vraiment un truc que tu observes aussi, une différence nette entre les. Et puis, autant les gens râlaient pour le foot, autant pour le rugby, ils ne râlent pas. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que pour le rugby, il y a un petit peu moins de contraintes. Alors, pour moi, personnellement, parce que le rugby n'est jamais en semaine, c'est toujours le week-end, donc je ne suis pas à mon cabinet. Mais même pour le quartier, les gens, alors que parfois, il y a des 32 000 personnes, c'est marrant, parce que pour le rugby, les gens ne vont pas râler. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Alors c'est vrai que ça fait moins de matchs aussi, parce que le rugby, ça doit faire 13 matchs de top 14, 3 matchs de Coupe d'Europe, ça fait 16 matchs dans l'année maximum. Du temps des Girondins, c'était 18 plus 25, 24, 25 matchs. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, côté Girondins, on n'est plus trop embêté par la Coupe d'Europe. Voilà. Par contre, dans le quartier, je n'ai connu qu'une patiente qui en fait est venue habiter dans le quartier parce qu'elle aimait les Girondins. Donc en fait, elle a acheté une maison dans le quartier pour être près du stade. C'est la seule que j'ai connue. Les autres, c'est qu'elle a déménagé au lac, du coup. Peut-être. Les autres, c'était ils préféraient râler, alors que quand ils ont acheté leur maison, le stade y était déjà. C'est comme par rapport. Ouais, c'était en connaissance de cause. C'est comme par rapport à l'hôpital. Vous en avez beaucoup qui râlent par rapport aux hélicoptères, en disant qu'il y a de plus en plus d'hélicoptères, que ça fait de plus en plus de bruit. Mais il faut savoir que l'hôpital a toujours été là. Et puis je pense que si eux-mêmes avaient besoin d'hélicoptères, peut-être qu'ils râleraient moins. Ouais, ils ne seraient peut-être pas mécontents de se faire embarquer. Voilà. Et donc au début de ton activité, les Girondins, c'était quoi? C'était une belle époque. Très belle époque, les années 85-90, ça a été avec le match contre la Juve, c'était une très très grosse époque. Et puis c'était le temps où les joueurs étaient accessibles quand ils arrivaient. Quand ils arrivaient au stade, ils se garaient sur la plage Johnston, on pouvait discuter avec eux. Ouais, donc les jours de match, ils se garaient à 200 mètres du cabinet. Voilà, c'est ça, même pas à 50 mètres là, sur la plage Johnston. Et c'était tout à fait bon enfant. Les souvenirs de Patrick Battiston arrivant avec son Opel décapotable de l'époque, comme ils avaient tous, et avec le Burberry sur le bras, et très classe avec son sac, alors se rendant à pied au vestiaire, en discutant avec les supporters tranquillement. Ah, ça doit être sympa, ouais. Donc c'était très sympa. Et puis un beau jour, il y a eu un incident à Saint-Étienne, je ne sais plus où est-ce que jouait Papa à l'époque, il s'est pris une canette de bière sur la tête, et depuis ce temps-là, les joueurs arrivaient après au stade en bus, et le bus rentrait directement dans le stade. Donc on n'avait plus accès, on ne pouvait plus discuter avec les joueurs en arrivant. Puis bon, après toute l'évolution et la starisation de... ce qui est devenu le football en fait aujourd'hui, et ce que sont devenus les footballeurs. C'est vrai qu'on les imagine moins se garer à la place Johnston. Exactement. Justement, ouais. Et ce qu'il faut voir aussi quand on parle du quartier, ce qui est très important, c'est tout l'arrière-stade, ce qu'on appelle la plaine des sports, qui est derrière, qui est accessible au grand public. Qui faisait partie de la propriété des... Pareil, ouais. Et c'est un lieu avec des cours de tennis qui sont gérés par l'Union Saint-Bruno, avec une salle de boxe, avec des salles de muscu, avec un fronton, avec un anneau de course, avec tout ça. Et vous avez énormément de gens qui sont en accès libre toute la journée. Donc je pense que pour Bordeaux... C'est pas uniquement... faut pas forcément être licencié d'un club. Non, n'importe qui peut rentrer. Il y a 2 terrains de basket, il y a... Et il y a énormément de jeunes qui, pour le quartier, c'est quelque chose d'hyper positif. Ouais. Et à un moment, M. Juppé, quand il est arrivé maire de Bordeaux, il a voulu, à mesure où ils ont fait le stade, le Matmut, lui aurait voulu raser le parc Lescure.
parce qu'il disait qu'il y avait C'est vrai que ça avait été un sujet, ouais, je me il souviens. n'y à avait pas l'époque, besoin de 2 stades à Bordeaux, hein, ça faisait trop. Donc lui, il voulait raser le parc Lescure pour en faire des projets immobiliers. Parce qu'à l'époque, avec Vinci, etc., c'était déjà plus ou moins dans les cartons. Et puis, finalement, l'UBB est arrivé. Puis le stade, il est pas municipal. l'architecture, elle est pas protégée. Il n'y a pas un classement. Alors non, c'est pas monument historique. Maintenant, ils essayent de le faire classer. Je ne sais pas si ça l'est ou pas. Mais non, ils font. Ça aurait été dommage. Oui, non, parce perte. qu'en plus, c'est une innovation architecturale à l'époque, parce que ça a été fait avec du béton, à l'époque, qui venait d'Italie, et c'était un béton qui permettait à ce qu'il n'y ait pas de pylône. C'est-à-dire que ce sont des arches qui fait qu'aucun spectateur n'est gêné par un pylône. Ouais. Par un pylône. Donc, à l'époque, en 1930, ça a été une innovation. Et donc, le stade, à ce titre, à l'occasion des Journées du patrimoine, il est visité et expliqué par rapport à tout ça. Okay. Et donc, M. Juppé aurait voulu le faire raser, mais l'UBB est arrivé, a investi le stade, et devant le succès de l'UBB qu'il remplissait régulièrement... finalement, on n'a pas eu d'autre choix. Et puis après, il y a M. Feltès, qui était le concurrent de Juppé aux élections municipales, qui lui, s'était intéressé à l'UBB. Donc, Juppé était obligé d'en faire de même, et ça a permis... quelque part la sauvegarde, oui, parce que c'était... moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est le fait que quand ils ont construit le pont Chaban, le pont Levant, ils l'ont appelé Chaban-Delmas, alors qu'il y a déjà un stade Chaban-Delmas. Donc, dans une ville, le fait qu'il y ait 2 monuments qui portent le même nom, ça m'a toujours un petit peu surpris, en me disant peut-être que... Ils ont peut-être l'intention d'en faire disparaître un peu. Voilà, exactement. Ouais. Mais bon, ça reste... Ouais, ça serait bien. En tout cas, c'est une opinion très personnelle, mais c'est vrai que ce serait bien que ce stade reste quand même là où il est, au-delà de l'histoire. De santé publique, hein, le fait que autant de gens puissent... Parce que bon, il y a aussi des écoles qui viennent. Hein, qui viennent pratiquer. Pratiquer là, des écoles, des collèges qui viennent pratiquer. Mais le fait qu'ils soient en accès libre, soit une plaine des sports en accès libre en plein Bordeaux, c'est quand même... Ouais, ça a de la valeur. Ça a une valeur énorme. Ouais, c'est sûr. Ok. Merci pour ces belles anecdotes là, sur tout le quartier du stade de Bordeaux. Écoute, à propos d'anecdotes, je te propose qu'on termine. On revient un petit peu rapidement sur ton activité de kiné pour clore le chapitre. J'imagine que quand on est kiné, donc depuis quelques années maintenant, on voit passer du monde. Il doit se passer... Il doit se passer des choses. Tu dois bien avoir 1 ou 2 anecdotes à nous partager de consultations ou... Oui, bien sûr. Comme je te disais tout à l'heure, quand on est kiné, on aime le contact, on aime les gens, hein, on aime partager les moments avec les gens. On essaie. Ouais, ça fait partie vraiment. C'est une composante importante du métier. Et puis on essaye que. On fait tout son possible pour que les séances soient les moins enquiquinantes possibles, que ce soit parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des exercices. Enfin, et une fois, j'ai eu l'occasion d'avoir une jeune patiente étudiante en médecine qui avait des petits problèmes psychologiques et qui vient me voir en me disant mes problèmes psychologiques sont derrière moi, mais maintenant il faut que je m'occupe de mon physique, j'ai mal au cervical, etc. Donc je l'installe sur la table de massage, je la masse, on échange un petit peu. Pour moi, de mon côté, tout se passe bien. Et puis on reprend rendez-vous, et puis la fois d'après elle revient, et puis je recommence mon massage, et au bout de 30 secondes elle me dit: je peux vous demander quelque chose? Je dis bien sûr, oui. Est-ce que vous pourriez vous taire? Ça va. Donc j'ai compris ambiance. Voilà, donc j'ai compris que parfois il fallait savoir prendre du recul. Voilà, mais j'ai tout à fait compris le fait qu'elle voulait être massée dans le calme. C'est vrai que la forme... Mais quand on te le formule, en fait, ça doit... Voilà, ça m'a surpris. Et puis dans le même style... C'est pas la majorité, rassure-moi. Non, on a beaucoup plus d'échanges que... Mais dernièrement, j'ai eu un patient dont je savais que le fils avait été brûlé très gravement dans le coma, etc. Et qui est venu me voir parce que mon cabinet est près de l'hôpital. Et quand je lui massais le dos, parce qu'il avait le dos en béton avec un fils en réanimation, etc., là, de moi-même, je sais très bien que faut se taire, quoi. Faut vraiment, faut vraiment. Tu restes. Si lui a envie de parler, mais autrement, là, il faut savoir s'effacer, quoi. Il y a l'intelligence situationnelle et relationnelle. Voilà, exactement. Et puis une autre petite anecdote, donc c'est en réadaptation cardiaque où nous faisons des séances de gymnastique collective, parce que on est avec les patients, des groupes de 7-8 patients. Donc soigné par le mouvement, là j'imagine que tu n'es pas en blouse. Non, là je suis en short et en polo.
Et puis, on avait une jeune patiente de 52 ans, nageuse de haut niveau, qui, malgré ce passé, avait quand même fait un infarctus, donc était en réadaptation cardiaque chez nous. Et puis, elle était rigolote, elle mettait de l'ambiance, parce que bon, c'est pareil, la gymnastique, on essaye que ce soit fait dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, parce que pour la plupart, ce n'est pas très agréable de faire, pas agréable, mais c'est un peu rébarbatif de faire de la gymnastique, donc autant que ça se passe bien, de mettre de l'ambiance. Et puis, au bout d'une dizaine de séances, quand même, elle me regarde et puis elle me dit, au fait, Pierre, votre métier ici, c'est quoi? Animateur. Donc, voilà, donc tout ça pour dire que le métier de kiné, voilà, c'est... ça peut faire un peu animateur du Club Med, éventuellement, mais voilà, il faut savoir, c'est... faire partager et faire passer les choses en fait, qui ne sont pas forcément très agréables ou très, très ludiques, il faut savoir le rendre agréable de manière à ce que... que les gens adhèrent, accrochent aussi. Voilà, après le problème c'est que pour continuer la gym, après passer de séances de gym collective un petit peu rigolotes à faire ça tout seul, c'est pas facile. Donc voilà. On termine avec... une adresse ou tes lieux fétiches ou ton lieu fétiche à Bordeaux, toi, en dehors du stade dont on a parlé longuement, mais ton endroit un petit peu coup de cœur. Donc moi qui suis un épicurien, mon repère un petit peu le samedi matin de bonne heure, c'est le marché des Capucins, puisque en plus j'ai la chance d'avoir une copine qui est un des personnages emblématiques des Capucins. Ça fait 40 ans qu'elle y travaille. Elle ne travaille plus maintenant, mais elle a travaillé pendant 40 ans. Donc le fait d'aller aux Capucins le samedi matin, de faire mes petites courses, d'aller prendre un café avec Christiane, ça fait partie de mes petits plaisirs bordelais. C'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance, voilà, c'est ça. Et puis bon, le fait de trouver quand même beaucoup de choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, et d'avoir une variété, et puis une ambiance, voilà. Ouais, ok. Parfait. Pour ceux qui seraient intéressés pour passer entre tes mains expertes pour du mal de dos ou du mal d'épaule ou autre, donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toi tu exerces donc avenue Vercingétorix. Oui. Où est ton cabinet aujourd'hui? On trouve sur des publicités. Donc pas de publicité, pardon. Pas de publicité. Sur Doctolib, joignable si besoin. S'il y avait d'autres châteaux qui étaient intéressés ou pas, c'est quelque chose que tu fais toujours ou pas pour Alors le problème un petit peu par rapport au château, c'est que c'est vrai que c'est une activité que j'ai faite en plus de mon activité professionnelle, et c'est vrai que ça a donné lieu à des courses un petit peu effrénées, puisque un jour j'ai terminé mon cabinet le lundi soir à 19h, à 19h30 j'étais à Mérignac, 20h15 on décollait, on nous attendait à Paris, on dormait à Paris, le lendemain on partait pour Venise. Pour partir arriver à Venise, voiture de location dans le Frioul, retour le soir, Roissy, et le lendemain matin, retour directement à Bordeaux au cabinet. Donc ça faisait un peu... voilà. Okay. Donc je n'ai pas cherché à développer l'activité. Par contre, si une occasion se présentait, je pourrais peut-être y réfléchir, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Si besoin, en tout cas, contactez-nous directement sur le podcast, on fera le relais auprès de Pierre. Merci beaucoup pour ce moment, ces anecdotes et cet échange passé. Avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.